Bienvenue à toutes et tous. Je suis Valérie Lagna, directrice du département Sciences et Techniques à la Bibliothèque nationale de France. J'ai le plaisir de vous accueillir dans son grand auditorium. Vous êtes très nombreux et c'est vraiment une joie de vous voir aussi nombreux dans cet amphithéâtre. Donc, nous accueillons la deuxième conférence du 21e cycle, Un texte, une aventure mathématique, avec nos amis de la Société mathématique de France et Animat. À la Bibliothèque nationale, il n'y a pas que de la littérature et des sciences humaines. Il y a aussi des collections scientifiques très riches. Nous avons le département à 3 salles de lecture qui sont ouvertes à tous les publics à partir de 14 ans, y compris les week-ends. Donc, je vous invite aussi à découvrir, après cette conférence, à partir de demain matin quand même, les salles de lecture de sciences de la BNF. Bonne soirée. Bienvenue en particulier aux lycéennes et aux lycéens qu'on accueille ce soir. Des lycées Jules Ferry et Sophie Germain de Paris, d'ailleurs on va parler de Sophie Germain ce soir, et des lycées Épin et Jean Massé de Vitry-sur-Seine. Bienvenue à vous. Cet exposé est le second de la saison 2026 du cycle Un texte, une aventure mathématique. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas déjà ces conférences, elles sont organisées en collaboration par l'ASMF, que je représente, la Société mathématique de France, la BNF, où vous êtes, et l'association Animat. Nous remercions la Fondation Blaise Pascal et la revue Tangente qui nous supportent pour ce cycle, pour l'organisation de ce cycle. Cette nouvelle saison commence par un exposé d'Emmanuel Père qui va nous parler de Sophie Germain et l'histoire secrète du dernier théorème de Fermat. Emmanuel a été élève à l'École normale supérieure et à l'université de Harvard. Il a ensuite soutenu son doctorat de maths en 1992 à l'université d'Orsay sous la direction de Jean-Louis Colliot-Tellen. Le titre, attention, application des groupes de cohomologie non ramifiés en degrés 3 et 4 à la construction de corps unirationnels non rationnels. Il a été chercheur CNRS à l'université de Strasbourg, chercheur invité à l'université de Californie à Berkeley et à l'université de Bristol. Il est actuellement professeur des universités, directeur de la faculté des sciences de l'université de Grenoble. Et directeur depuis très peu de temps, en fait, 1 an. C'est un spécialiste de géométrie arithmétique avec quelques soupçons de géométrie algébrique et de théorie des nombres. Emmanuel, c'est à toi. Merci. Bien, donc bonjour à tous. Donc l'aventure que j'ai envie de vous raconter ce soir, eh bien, on peut la faire remonter quasiment à l'Antiquité, parce qu'elle va commencer avec le mathématicien Diophante, qui vivait vers le IIIe siècle à Alexandrie, et qui est surtout connu pour avoir publié une série de ce qu'on pourrait décrire comme des exercices corrigés en arithmétique. C'est des suites de questions et à chaque fois, il donne la résolution de la question. Et essentiellement, il s'agit de trouver les solutions d'équations. Alors, parmi tous ces exercices, il y a l'exercice 8 du livre 2. Alors, j'ai traduit en termes modernes. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, aller voir la version originale qui est un petit peu plus compliquée à comprendre de nos jours. C'est écrire le carré d'un nombre rationnel comme somme de 2 carrés de nombres rationnels strictement positifs. Autrement dit, essayer de résoudre l'équation a carré égale x carré plus y carré, où a est un nombre rationnel fixé, et les lettres majuscules x et y désignent des inconnus. Alors j'essaierai d'être cohérent sur l'exposé et de noter les inconnus avec des lettres majuscules. Et alors il se trouve que pour cette équation-là, en termes modernes, il y a une façon pour trouver une infinité de solutions qui consiste à regarder les expressions x égale a fois t carré moins 1 sur t carré plus 1 et y égale 2t sur t carré plus 1, où t est un nombre rationnel qu'on choisit comme on veut. Donc pour chaque nombre rationnel t, alors rappelons qu'un nombre rationnel, c'est le quotient de 2 entiers, donc pour chaque... Alors, est-ce que ça va ? Oui.
Ah, excusez-moi. Oui, voilà. Hop. Donc, pour chaque nombre rationnel t, bien, vous voyez que cette expression, si a est aussi un nombre rationnel, cette expression va donner un nombre rationnel. Donc, x va aussi être un nombre rationnel, et de même pour l'expression qui donne y. Voilà. Et donc, j'affirme que ces expressions, qui dépendent de t, donnent pour n'importe quel t une solution à cette équation qu'elle a. Alors, vérifions ça. Donc, vérifions que pour t donné, ces expressions donnent bien une solution de ça. Donc, on va calculer x au carré plus y au carré. On remplace, on voit que a carré se met en facteur. Le dénominateur, ça va être t carré plus 1 au carré. Et au numérateur, j'ai t carré moins 1 au carré plus 2t au carré. Bon, je développe. En développant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens t à la puissance 4 moins 2t carré plus 1. Donc ça, c'est en développant ça. Plus 4t carré qui vient de ça. Je simplifie. Et je vois que ça me donne bien a carré fois t carré plus 1 au carré sur t carré plus 1 au carré. Et donc ça fait bien a carré. Donc j'ai bien trouvé une solution dans mon équation. Bien, alors ceux qui ont fait un petit peu de trigonométrie reconnaîtront des formules de trigonométrie. Donc il n'y a pas vraiment de surprise de ce point de vue-là. Bien. Alors Diophante, en bon pédagogue, donne un exemple. Donc l'exemple donné dans Diophante, c'est en prenant a égale 4 et t égale 2, eh bien on obtient que l'expression pour x donne 12 cinquièmes et l'expression pour y donne 16 cinquièmes. Voilà. Et maintenant, on peut vérifier que 4 au carré est bien égal à 16 cinquièmes au carré plus 12 cinquièmes au carré. Donc vérifions-le. Donc 16 au carré, ça fait 256. 12 au carré, ça fait 144. Divisé par 25, ça fait 425e. Ça fait bien 16, c'est bien 4 au carré. Bon, notons au passage que si ici je multiplie par 5 au carré, eh bien ce que ça va me donner, c'est un triplet pythagoricien, c'est-à-dire des nombres entiers x, y et z, tels que z au carré est égal à x au carré plus y au carré. Ici, si je multiplie ça par 25, ça me donne que 20 au carré est égal à 16 au carré plus 12 au carré, donc 400 est égal à 256 plus 144. Et comme il y a une infinité de solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que j'ai une infinité de solutions à l'équation z au carré égale x au carré plus y au carré. Bien, alors, raconter comment les travaux de Diophante nous sont parvenus, ça constituerait plus qu'une aventure en soi, et ça prendrait un exposé complet. Mais disons simplement que les travaux de Diophante ont été redécouverts au moment de la Renaissance, et que la diffusion de ces travaux, eh bien, a été en partie rendue possible par des traductions du grec en latin, notamment par une traduction par Claude Gaspard Bachet de Mésiriac, qui a traduit du grec. Ici, si vous voyez la version grecque. Alors, vous remarquerez que là, on est dans le livre 2, la question 8, donc c'est celle dont je viens de parler. Voilà, et donc vous avez la version grecque et la traduction en latin. Bon, le latin, si vous voulez, c'était un petit peu l'anglais de l'époque. C'est la langue que un peu tout le monde baragouinait, au moins quand on était érudit, sans trop la maîtriser complètement. Donc là, c'est un peu pareil. Et en particulier, cette traduction a été achetée par un magistrat de Toulouse, qui s'appelait Pierre de Fermat. Et Pierre de Fermat, son hobby, c'était de faire des maths. Il s'amusait à faire des maths. Et donc, il était intéressé par ce livre. Et il avait une habitude qui est sans doute assez critiquable. Il avait l'habitude d'écrire des commentaires dans la marge des bouquins qu'il lisait. Et en particulier, il a écrit des commentaires dans la marge de cette question numéro 8 du livre 2, qui sans doute ne serait pas parvenu si le fils de Pierre de Fermat n'avait pas décidé de republier la traduction de Bachet en y rajoutant les commentaires de son père. Alors, de nos jours, avec les règles du copyright, je pense que ça poserait quelques problèmes, mais visiblement à l'époque c'était possible. Et donc, voilà la version annotée de cette même question 8. Donc vous voyez, version grecque, traduction, et ici, l'observation du
du père Pierre de Fermat, que je vais grossir. Voilà. Que je vais réécrire en dessous. Alors, pour vous éviter mon accent latin, j'ai une traduction en français. Il est impossible de diviser un cube en deux cubes ou un carré de carré en deux carrés de carré, ou en général toute puissance plus grande que 2 en somme de deux puissances semblables. J'ai trouvé une preuve merveilleuse de cela, mais cette marge serait trop étroite pour la contenir. Alors vous pouvez imaginer que, donc en des termes modernes, l'énoncé c'est le suivant, voilà, c'est pour tout entier n strictement supérieur à 2. Si x, y et z sont des entiers tels que z à la puissance n égale x à la puissance n plus y à la puissance n, alors x, y, z est égal à 0, c'est-à-dire un des trois entiers doit être nul. Autrement dit, les seules solutions à cette équation-là sont les solutions, en quelque sorte, évidentes. Vous voyez, si je prends x égale 0, z égale y, ça va me donner une solution. Mais l'énoncé, c'est qu'en dehors de ces solutions évidentes, il n'y en a pas d'autres. Alors vous pouvez imaginer, cet énoncé, il est simple à comprendre. Vous pouvez le raconter à un élève du primaire sans difficulté. Donc l'idée d'avoir un énoncé comme cela, qui est simple à énoncer, j'en vois qui doutent, simple à énoncer, mais dont la preuve était perdue, ça a motivé vraiment beaucoup de mathématiciens à essayer de trouver une preuve merveilleuse, si possible, de cet énoncé. Mais 2 siècles après, enfin 1 siècle et demi après, plus exactement, c'était toujours pas connu. Donc l'Académie des sciences a décidé de proposer ça comme sujet de son grand prix de mathématiques en 1816. Voilà, et je crois que c'était un prix de 3000 francs. Et en fait, la première personne qui serait en droit de réclamer ce prix de 3000 francs, ce serait Andrew Wiles, qui a démontré le résultat en 1994, enfin qui a complété la preuve du résultat en 1994. Mais revenons à 1816, donc l'année où l'Académie publie ce sujet de prix, et c'est le moment où rentre en scène l'acteur principal de notre aventure, à savoir Sophie Germain. Alors, je crois qu'il y a des élèves du lycée Sophie Germain dans la salle, donc je pense qu'eux connaissent bien ce buste, qui est une des rares images qu'on a de Sophie Germain. Donc Sophie Germain, née en 1776 et morte en 1831, est contemporaine de la Révolution, et c'était une passionnée de sciences. C'était une passionnée de physique et de mathématiques, à une époque où il était quasiment inconcevable qu'une femme puisse s'intéresser à ces disciplines-là. Bon, j'ai repris, pour illustrer un petit peu ça, pour illustrer l'ambiance, les propos ce qu'écrit Jean-Jacques Rousseau, qui est un des maîtres à penser de l'époque. La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser l'idée, n'est point du ressort des femmes. Et malheureusement, Jean-Jacques Rousseau, dans cette déclaration, ne fait que refléter son époque. En 1808, quand Napoléon sort le décret qui sert de statut aux universités, il y a un article qui interdit l'entrée des femmes aussi bien dans les collèges que dans les lycées. Donc, Sophie Germain, pour réussir ne serait-ce qu'à se documenter, à avoir les ouvrages scientifiques, rencontre des problèmes. À l'époque, il y avait une toute nouvelle école qui venait à peine d'être créée, où étaient délivrés des cours à la pointe du progrès en sciences, et donc c'est naturellement qu'elle avait envie de se procurer les notes de cette toute nouvelle école, qui s'appelait l'école polytechnique. Et pour obtenir ces cours, elle va utiliser un pseudonyme, Auguste Leblanc, qui apparemment était en fait effectivement un ancien élève de l'école polytechnique. Et c'est sous ce nom-là qu'elle va réussir à se procurer les cours de l'école polytechnique. C'est aussi sous le nom d'Auguste Leblanc qu'elle va commencer à correspondre avec les mathématiciens de l'époque. Donc, elle a correspondu notamment avec un professeur de l'école polytechnique, Lagrange, et aussi avec Carl Friedrich Gauss,
qui était un mathématicien très renommé allemand. Alors, dans sa correspondance avec ces mathématiciens, elle signait Auguste Leblanc. Ce qui a valu d'ailleurs un petit souci, parce qu'à un moment, quand il y a eu la guerre avec l'Allemagne, inquiète de ce qui pouvait arriver à Gauss, elle a demandé à un militaire qui était un ami d'aller trouver Gauss pour éviter qu'il lui arrive ce qui était arrivé à Archimède. Et le militaire qui n'était pas au courant, qui correspondait avec Gauss sous le nom d'Auguste Leblanc, lui a parlé de Sophie Germain, ce qui a créé un petit pataquès. Mais Gauss, finalement, l'a très bien pris. Mais à l'époque qui nous intéresse, en 1816, c'est une mathématicienne, une scientifique reconnue. En fait, l'année d'avant, elle a obtenu le prix de l'Académie des sciences. Donc, le prix de l'année précédente, c'est Sophie Germain qui l'avait obtenu sous son propre nom, mais sur un sujet totalement différent. C'était sur les surfaces vibrantes, qui est un sujet plutôt, on dirait aujourd'hui, de physique mathématique. Quand sort le nouveau sujet, donc l'année d'après, en 1816, eh bien, sur le théorème de Fermat, eh bien, Sophie Germain est tout aussi intéressée. Il se trouve que parmi les sujets qui l'avaient passionné par le passé, c'était déjà les questions d'arithmétique, les questions de théorie des nombres. Donc, c'est assez naturellement qu'elle s'attaque aux nouveaux problèmes. Et c'est là qu'intervient le texte, qui est un petit peu au cœur de l'exposé d'aujourd'hui, qui est sur le théorème de Fermat, et dont voici la première page. Alors, ce texte, de le voir, c'est assez émouvant, parce que c'est un texte qui n'a jamais été publié, qui n'était pas disponible en ligne, mais qui était précieusement conservé à la Bibliothèque nationale de France, et que là, en quelque sorte, vous avez un petit peu la primeur de sa diffusion, en quelque sorte. Donc, je vais grossir le haut de la page. Donc, comme vous voyez, le sujet, c'est remarques sur l'impossibilité de satisfaire en nombre entier à l'équation x à la puissance p plus y à la puissance p égale z puissance p. Et j'aurais pas connu moi-même l'existence de ce texte sans le travail de deux historiens des maths, Reinhard Laubenbach et David Pagely. Alors, avant que je rentre un petit peu dans le contenu de ce texte et que j'essaye de vous expliquer quelques idées qui sont dans ce texte, est-ce qu'il y a des questions sur le début de l'exposé? Oui? Alors, attendez, on vous apporte un micro pour que vous puissiez, comme l'exposé est diffusé, voilà. Donc, si vous pouvez répéter votre question dans le micro. Vous avez x carré plus y carré égale a au carré. C'est l'équation d'un cercle? Oui, tout à fait. Donc, en termes modernes, c'est effectivement, on a une approche géométrique, et c'est pour ça qu'on retrouve des formules de trigo dedans. Mais pour l'époque, si vous voulez, les coordonnées cartésiennes, a priori, c'est Descartes qui les a introduites, donc l'approche de Diophante n'était pas géométrique. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je voulais savoir si les solutions que vous avez montrées de l'équation du problème 8 sont les seules. Et surtout, est-ce que Diophante se préoccupait de savoir si c'était les seules? Là, c'est un peu délicat de savoir si Diophante se préoccupait de ça. En fait, il donne une méthode de résolution de l'équation. Donc, quelque part, j'ai envie de répondre oui. Mais je dois avouer que je ne maîtrise pas assez les ouvrages de Diophante pour vous répondre de façon catégorique. Voilà. Après, oui, là, ça donne l'ensemble des solutions. Bien. Si vous voulez bien, je vais reprendre le texte de Sophie Germain, qui est comme le cœur de l'exposé, et rentrer un petit peu dans les idées de ce texte. Alors pour ça, je vais d'abord vous expliquer quelques idées qui étaient bien connues sur le théorème de Fermat. Donc, quelques idées préliminaires. Alors, il y a un premier point qui est assez facile, si on y réfléchit. Donc, je prends un entier n
supérieur à 2 qui va être la puissance qui intervient dans l'équation de Fermat. Et je suppose que n est le produit de deux entiers, a fois b. Si les entiers x, y, z vérifient l'équation, x à la puissance n plus y à la puissance n égale zn, eh bien, j'ai cette formule qui me dit que x à la puissance n, c'est-à-dire x à la puissance ab, c'est rien d'autre que x à la puissance a, le tout à la puissance b. Donc, autrement dit, x, y, z vérifie aussi cette équation-là. Et ça signifie que si je regarde x à la puissance a, y à la puissance a, z puissance a, eh bien, ça donne une solution de l'équation de Fermat, mais pour la puissance bm. Mais maintenant, si j'ai que b est plus grand que 2, et qu'on a prouvé le théorème de Fermat pour b, ça veut dire que si j'ai une solution de cette équation-là, une des trois coordonnées doit être nulle. Autrement dit, je dois avoir que x à la puissance a, y à la puissance a, z à la puissance a est égal à 0. Mais alors, x, y, z est égal à 0. Et donc, ça veut dire que si b est plus grand que 2 et b divise n, le théorème de Fermat pour b implique le théorème de Fermat pour n. Donc, je conserve en mémoire cette conclusion. Et maintenant, je vais utiliser un théorème de base en arithmétique qui est que si je prends un entier n plus grand que 1, il va s'écrire comme produit de nombres premiers. Donc, en particulier, si je regarde un entier strictement supérieur à 2, eh bien, soit il est divisible par un nombre premier impair, soit c'est une puissance de 2, et si c'est une puissance de 2 plus grande que 2, c'est divisible par 4. Okay, donc, un entier plus grand que 2 est divisible soit par un nombre premier impair, soit par 4. Donc, parce que j'ai rappelé en haut, j'en déduis que pour prouver le théorème pour un n quelconque, il suffit en fait que je prouve le théorème lorsque n égale 4 ou lorsque n est un nombre premier impair. Or, il se trouve qu'à l'époque de Sophie Germain, les cas n égale 4 et n égale 3 étaient déjà connus. En fait, le cas n égale 4 avait été prouvé par Fermat lui-même. Et la preuve de Fermat sur le cas n égale 4, elle est connue. Dans ses courriers, il affirme aussi avoir prouvé le cas n égale 3, mais ça, par contre, la preuve du cas n égale 3 par Fermat n'a pas été retrouvée. Bien, donc autrement dit, là, ce qui restait à faire à l'époque de Sophie Germain, c'était de prouver le résultat quand on a l'équation de Fermat pour une puissance qui est un nombre premier impair. La deuxième remarque, qui est moins critique pour la suite de l'exposé, c'est que si j'ai une solution de cette équation, et si j'ai un entier d qui divise à la fois x, y et z, alors je vois qu'ici je peux diviser par d à la puissance p, et donc x sur d qui est aussi un entier puisque d divise x. Donc x sur d, y sur d et z sur d va aussi être une solution de cette équation. Donc ça me dit qu'en fait, il suffit que je regarde s'il y a des solutions primitives, c'est-à-dire telles que 1 est le seul entier strictement positif qui divise à la fois x, y et z. Voilà, donc ça, c'est deux remarques préliminaires qui étaient bien connues à l'époque de Sophie Germain. Et maintenant, je vais en arriver aux idées de Sophie Germain. Donc, ce qui est expliqué au début du texte que je vous ai montré très rapidement tout à l'heure, c'est la chose suivante. Donc, imaginons qu'on ait une solution de l'équation de Fermat pour un nombre premier P1 impair. Et maintenant, supposons qu'on ait trouvé une infinité de nombres premiers tels que L divise une des trois coordonnées x, y ou z. Là, si on y réfléchit 30 secondes, l'ensemble des nombres premiers qui divisent x ou y ou z, c'est la réunion de trois ensembles, c'est la réunion de l'ensemble des premiers qui divisent x, de l'ensemble des premiers qui divisent y, et de l'ensemble des premiers qui divisent z. Donc, maintenant, pour que la réunion de trois ensembles soit infinie, il faut qu'un des trois ensembles soit infini. Ok, donc si j'ai une infinité de nombres premiers qui divisent x, y ou z, j'ai aussi une infinité de nombres premiers qui divisent l'un des trois. Donc, soit x, soit y, soit z est divisible par une infinité de nombres premiers. Mais maintenant, le seul entier positif ou nul qui est divisible par une infinité de nombres premiers, c'est 0. Donc, si j'ai montré le début, là,
j'en déduis que l'un des trois entiers, x, y ou z, doit être nul. Donc j'ai le théorème de Fermat. Maintenant, la difficulté, évidemment, c'est comment trouver ces nombres premiers L et comment trouver des nombres premiers qui divisent soit x, soit y, soit z. Et c'est là la difficulté. Alors, pour vous expliquer comment faire, eh bien, je vais faire une petite digression. Alors, qui parmi vous connaît la preuve par 9? Levez la main, bien haut. Ok, donc ça correspond à une certaine tranche d'âge. Donc, la preuve par 9, c'est quelque chose qui était enseigné, disons, avant les calculatrices, pour vérifier les calculs qu'on faisait à la main. Donc, remarquez qu'avec le progrès technologique et l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est capable de faire autant d'erreurs que les humains, ça peut être à nouveau utile. Bien, reprenons donc la preuve par 9. Donc là, j'ai repris un manuel de formation des instituteurs qui date de 1846. Alors, il y a pour la multiplication ce qu'on appelle la preuve par 9. Sa théorie nous conduirait trop loin, mais voici comment on l'applique, et il donne un exemple que je vais reprendre ici. Donc l'exemple, c'est multiplier 47 382 par 4535, le résultat étant 214 877 370. Bon, c'est là que c'est agréable d'avoir des transparents où on peut relire le résultat. Bien, alors comment on fait? Alors pour ceux qui connaissent déjà la preuve par 9, pensez à autre chose pendant quelques minutes. Voilà, donc on prend le premier terme, 47 382, on fait la somme des chiffres, 4 plus 7 plus 3 plus 8 plus 2, on trouve 24, et on recommence. Donc on fait 2 plus 4, on obtient 6. Donc on fait autant de fois la somme des chiffres que nécessaire jusqu'à tomber sur un chiffre. Ici, c'est le chiffre 6. Donc je vais appeler ça la somme des chiffres itérés. Et puis, donc 6, le 6 qui est ici, c'est dans le petit diagramme que vous voyez là, c'est le 6 qui est là. On fait pareil pour le deuxième terme. Donc le deuxième terme, c'est 4535. On fait la somme des chiffres itérés, on obtient 8, qui est écrit ici. Et puis on fait pareil aussi pour le résultat de la multiplication. Le résultat de la multiplication, donc voilà, on fait pareil, ça fait 39, on recommence, ça fait 12, on recommence encore une fois, et on obtient que la somme des chiffres itérés pour le résultat de la multiplication, c'est 3. 3 que vous voyez écrit ici dans le petit diagramme. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que voilà, la somme des chiffres itérés pour le premier terme de la multiplication, on le multiplie par la somme des chiffres itérés pour le deuxième terme de la multiplication. Donc on fait 6 fois 8, et puis on fait à nouveau la somme des chiffres. Et ce qu'on obtient, c'est 3. Et c'est ça qui permet de vérifier que notre opération a été correcte, c'est-à-dire qu'on a obtenu la même chose ici que là. Donc le 48, vous le voyez inscrit ici, et on doit retomber en faisant la somme des chiffres de 48 sur le 3 qui est ici. Vous remarquerez que si j'ai fait une erreur sur un seul des chiffres ici, quand je fais la somme des chiffres itérés, eh bien, ça va modifier mon résultat. Donc s'il y a un seul chiffre qui est incorrect dans le résultat que j'ai trouvé, je peux le détecter. Alors, comme c'est dit ici, la théorie de la preuve par 1 nous entraînerait trop loin, mais comme j'ai un public formidable, je vais quand même vous expliquer comment on fait. Donc, l'idée, c'est la suivante. En plus, l'idée de base, elle est très simple. Parce que, essentiellement, de mon point de vue, ça repose sur la formule 10 égale 1 plus 9. Donc, cette formule-là, bon, si j'en fais grosso modo le carré, ça va me donner que 100, c'est 1 plus 9 fois 11, 1000, c'est 1 plus 9 fois 111, et ainsi de suite. Vous pouvez poursuivre. Et donc, si je regarde le premier terme de ma multiplication, 47 382, ben par, grosso modo, la définition des nombres, de l'écriture en base 10, ça, je peux décrire que c'est 4 fois 10 000, plus 7 fois 1000, plus 3 fois 100, plus 8 fois 10, plus 2. Et maintenant, je vais utiliser les formules qui sont au-dessus. Donc 10 000, je l'écris 1 plus 9 fois 1111. Et je mets tous les termes avec un 9 en facteur. Donc ça me donne, en définitive, que 47 382, c'est 4 plus 7 plus 3 plus 8 plus 2, plus 9 fois 4 fois 1111, plus 7 fois
fois 111 plus etc. Autrement dit, ça va être égal à la somme des chiffres plus 9 fois quelque chose. Et quand j'itère, ça reste pareil. C'est-à-dire que quand j'itère et que je fais ça fait 24 et que je remplace par 2 plus 4, à nouveau, je vais obtenir que c'est la même chose. C'est-à-dire que le résultat 47 382, c'est 2 plus 4 plus 9 fois quelque chose. Donc c'est 6 plus quelque chose. 6 plus 9 fois quelque chose. OK. Donc autrement dit, 9 divise la différence entre 47 382 et la somme des chiffres itérés. Et pour le deuxième terme, c'est exactement pareil. Alors oui, une chose importante, c'est que si on y réfléchit un peu plus, on se rend compte que 6, en fait, est le seul chiffre compris entre 1 et 9, tel que 9 divise la différence entre 47 382 et 1. Et en quelque sorte, cette propriété-là caractérise la somme des chiffres itérés. Bon. Et comme je le disais, on peut faire pareil pour le deuxième terme de la multiplication, 4535. 8, qui est la somme des chiffres itérés, est l'unique chiffre entre 1 et 9, tel que 9 divise la différence 4535 moins b. Bon, maintenant, faisons le produit. Alors, le point essentiel, c'est que quand je fais le produit, eh bien, si j'ai a plus 9 fois truc plus b multiplié par b plus 9 fois bidule, eh bien, quand je développe, je me rends compte que ça fait ab plus 9 fois machin. Peu importe le machin. Donc, la conclusion de cette histoire, c'est que quand je fais le produit, 9 va aussi diviser le produit des deux termes qui m'intéressent, moins le produit des sommes itérées de chiffres. Et pareil, après 48, quand je fais la somme des chiffres, 9 va aussi diviser la différence 48 moins 3. Donc, en définitive, j'ai obtenu que 9 divise le produit des deux nombres qui m'intéressent, moins 3. Donc, autrement dit, 3 est l'unique chiffre entre 1 et 9, tel que 9 divise cette différence-là. Mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la propriété qui caractérise la somme des chiffres itérés. Donc, ça veut dire que quand je fais la somme des chiffres de ce produit, je dois aussi tomber sur 3. Ce qui explique la preuve par 9. Bien, alors pour ceux qui sont ennuyés par mon explication sur la preuve par 9, et pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai parlé de la preuve par 9 dans cet exposé, je propose ce petit exercice. C'est utiliser la preuve par 9 pour montrer que 3 fois le carré d'un nombre entier strictement positif ne s'écrit jamais comme la somme de 2 carrés de nombres entiers, en utilisant uniquement la preuve par 9. Et ça fait le lien, vous voyez, entre cette preuve par 9 et puis le thème de l'exposé qui est de regarder des équations. Ici, l'équation qu'on regarde, c'est 3z2 égale x au carré plus y au carré. Bien. Alors, vous remarquerez que les Babyloniens qui comptaient en base 60 au lieu de compter en base 10, ce qui nous vaut qu'il y a 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans une heure, eux, ils n'auraient pas utilisé la preuve par 9. Ils auraient utilisé la preuve par 59. Parce que 60, c'est 1 plus 59. Bon, plus généralement, on va faire la preuve par m. Et pour ça, on va utiliser un outil que vous connaissez bien aussi, qui est la division euclidienne. Donc la division euclidienne, c'est la chose suivante. Si je prends un entier d strictement positif et x, un entier relatif, alors il existe un unique couple d'entiers QR, tel que x est égal à dq plus r, et r est compris entre 0 et d-1. Et l'entier r s'appelle le reste de la division euclidienne de x par d. Et dans la suite de l'exposé, pour simplifier, j'ai introduit une petite notation pour ce reste de la division euclidienne de x par d. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Quand on pose la division, par exemple de 12 345 divisé par 59, inspiré pour utiliser la preuve par 59 comme les Babyloniens, eh bien on voit que quand on fait le calcul, le reste de la division est 14. Donc autrement dit, 12 345, ça s'écrit 59 fois 209, donc
ici, le quotient, c'est 209, le reste, c'est 14, ce qui nous dit que le reste de la division euclidienne de 12 345 par 59, c'est 14. Bon, alors par définition, par cette proposition qui définit, on voit que le reste de la division euclidienne de x par d, c'est l'unique entier entre 0 et d-1 inclus, tel que d divise x-1. Donc si vous vous souvenez ce que j'ai raconté par la preuve par 9, c'est exactement pareil. Sauf que là, 9 a été remplacé par d. Et puis je regarde entre 0 et d-1 au lieu de regarder entre 1 et 9. Mais sinon, c'est exactement le même principe. Bien, donc en particulier, je vais pouvoir utiliser cette propriété-là pour faire une preuve par d, comme tout à l'heure je faisais une preuve par 9. Donc, par exemple, si j'ai un produit, si je regarde x et y de nombres, que je regarde a le reste de la division euclidienne de x par d et b le reste de la division euclidienne de y par d, eh bien, je vais avoir la même chose, c'est-à-dire que d divise x moins a, d divise y moins b, eh bien d va diviser xy moins ab. Donc, autrement dit, je vais avoir que le reste de la division euclidienne du produit xy par d va être exactement le reste de la division euclidienne du produit ab par d. Donc, c'est ce que ça donne cette formule-là, que je voulais expliquer avant de vous la montrer, parce que la première fois qu'on la voit, on se demande comment la décortiquer. Voilà, donc, comme je l'ai dit, l'idée c'est la suivante, c'est que quand je fais un produit de deux nombres, et que je regarde le reste de la division euclidienne par d, eh bien, ça revient au même de faire d'abord les restes de la division euclidienne par d, de faire le produit et de reprendre le reste de la division euclidienne par d. Donc ça, cette formule-là, c'est le principe de la preuve par d. Bien. Ok, alors maintenant, comment je peux l'appliquer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le théorème de Fermat. Le théorème de Fermat, c'est une formule. C'est une formule, z à la puissance n égale x à la puissance n plus y puissance n. Donc, si j'ai des entiers qui vérifient cette formule, je peux utiliser ma preuve par 9 ou ma preuve par d pour tester que les entiers que j'ai vérifient bien ce test. Mais quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est la chose suivante. C'est que, quand on y réfléchit, une façon pour montrer le théorème de Fermat, ça serait de tester tous les entiers et de voir si on trouve une solution autre que la solution évidente. Bon, le seul petit problème de cette méthode, c'est qu'il faudrait faire une infinité de tests. Donc, ça prendrait une infinité de temps. Donc, c'est pas très réalisable. Mais si je regarde les restes de la division euclidienne par d, j'ai des entiers qui sont compris entre 0 et d-1. Donc, finalement, je me suis ramené d'une infinité d'entiers à des entiers qui sont dans un ensemble fini. Donc, quelque chose que je vais pouvoir tester. Alors, précisons ça. Voilà, étant donné des entiers x, y et z compris entre 0 et m-1, on dit que x, y, z est une solution de x à la puissance p plus y puissance p égale z puissance p modulo m. Alors, je l'écris en rouge. Modulo m. Si m divise la différence x à la puissance p plus y puissance p moins z puissance p. Donc, ce n'est pas une vraie solution. C'est une solution modulo m. Quel est le lien avec l'équation de départ ? Eh bien, c'est la preuve par m. C'est que si des entiers x, y, z vérifient l'équation de Fermat x à la puissance p plus y à la puissance p égale z à la puissance p, et si m est strictement positif, alors les restes de la division par m forment une solution de l'équation modulo m. Donc, quand je prends les restes de la division euclidienne, ce n'est pas tout à fait une solution de l'équation, mais c'est une solution modulo m au sens que j'ai défini au-dessus. Pardon. Voilà. Je me suis trompé de bouton. Voilà. OK. Donc, c'est le principe de la preuve par m. Et l'avantage, comme je l'ai dit, c'est que ici, vous voyez, comme x, y et z sont entre 0 et m-1, eh bien, sur un ordinateur, je peux parfaitement vérifier de voir si je peux trouver, en fait, sur un ordinateur, je peux trouver toutes les solutions de cette équation-là, modulo m. Ok, est-ce que vous avez compris ça, là, avant que je passe à la suite ? Parce que c'est un point essentiel.
des idées que je veux vous raconter. Donc là, ok, vous avez raison, c'est théoriquement possible de vérifier ça. Hein, voilà, je suis en train de faire un test sur un ensemble fini, donc formellement, il me faut un temps fini pour le vérifier. Ça peut être un temps long. Bon, après, il se trouve qu'il y a des méthodes un peu plus malignes qui permettent de faire ça de façon efficace. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Bien. Ok. Donc, le point essentiel, hein, c'est vraiment cette idée que si j'ai une solution de l'équation de Fermat, en prenant les restes de la division par m, j'ai une solution modulo m. Ok. Eh bien, Sophie Germain en déduit la chose suivante, c'est que si toutes les solutions de l'équation modulo m, alors L c'est, L c'est maintenant un nombre premier, qui n'est pas forcément le nombre premier P dont j'ai parlé, qui apparaît dans l'équation. Donc il y a un deuxième nombre premier qui apparaît, L. Donc, si toutes les solutions de l'équation modulo L vérifient x, y, z égale 0, alors pour toute solution entière de l'équation, eh bien j'ai que L divise x, y ou z. Et donc, j'ai une méthode pour trouver ces nombres premiers L tels que L divise x, y ou z. Et la preuve, en utilisant le principe de la preuve par M, c'est que si j'ai une solution de cette équation-là, et que je regarde les restes modulo L, c'est une solution de l'équation modulo L, et par l'hypothèse que j'ai faite ici, forcément, j'ai qu'un des trois restes est nul, et dire qu'un des restes est nul, c'est exactement dire que l'entier correspondant est divisible par L. Bien. Donc, c'est ça l'idée de base, et ce que fait Sophie Germain, c'est de construire explicitement des cas où elle peut obtenir des nombres premiers L comme ça. Et un des exemples le plus célèbre, c'est celui-là, c'est-à-dire que je pars de mon nombre premier P, si 2P plus 1 est aussi un nombre premier, ce nombre L, Sophie Germain montre qu'il vérifie l'hypothèse. C'est-à-dire, celle que j'ai donnée juste là dans l'énoncé, c'est-à-dire que les solutions de l'équation modulo L vérifient x, y, z égale 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle maintenant les nombres premiers de Germain, c'est-à-dire les nombres premiers P tels que 2P plus 1 est aussi un nombre premier. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de la démonstration de ça, mais c'est amusant de noter que ça utilise le petit théorème de Fermat, c'est-à-dire le théorème qui dit que si A et si P est un nombre premier et si A n'est pas divisible par P, alors A à la puissance P-1 est congru à -1 est divisible par P. Ok. Alors, comme exemple, vous pouvez trouver plein d'exemples. Je crois que si on regarde... déjà, pour les petits nombres, si vous prenez P égale 3, P égale 5, P égale 11, à chaque fois, vous avez que 2P plus 1 est aussi un nombre premier. Et puis, on peut en trouver plein. Alors, il y a une question qui est encore ouverte à ce sujet-là. On ne sait pas s'il y a une infinité de nombres premiers P tels que 2P plus 1 est aussi un nombre premier. Donc ça, c'est un problème. On n'a pas la réponse. On a une estimation conjecturale du nombre d'entiers, du nombre de nombres premiers plus petits que n qui vérifie ça, mais c'est entièrement conjectural et on n'a pas de preuve de ça. Donc c'est un problème qui est ouvert, de savoir s'il y a une infinité de P tels que 2P plus 1 est aussi premier. Bien. Alors, évidemment, l'idée de Sophie Germain, c'était de dire, d'en trouver plein. Et effectivement, dans son travail, elle en trouve beaucoup. Elle trouve beaucoup de nombres premiers, auxiliaires, L, tels que... Mais elle-même est consciente du fait que la seule chose que ça prouve réellement, c'est que si on a une solution de l'équation de Fermat, à ce moment-là, les nombres dans cette solution sont très grands. Parce qu'elle-même se rend compte que ça ne va pas être facile de trouver une infinité de L qui vérifie l'hypothèse. Et en fait, un siècle plus tard, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas possible. Donc essentiellement,
avec un théorème dû à André Weil en 1949, qui dit que si on regarde le nombre de solutions de l'équation modulo L, ce que j'ai défini tout à l'heure, divisé par L au carré, ce quotient-là va tendre vers 1 quand le nombre premier L tend vers plus l'infini. Et dans le même temps, on peut aussi montrer que si on regarde le nombre de solutions modulo L qui vérifie en plus la condition x, y, z égale 0, eh bien ce nombre-là est majoré par 3pl. Donc pour un nombre premier p fixé, L carré augmente beaucoup plus vite que 3pl. Donc ça veut dire que pour un nombre premier p fixé, pour tout nombre L suffisamment grand, il va y avoir des solutions modulo L autres que les solutions évidentes. Donc, autrement dit, ça va être impossible de trouver une infinité de L qui vérifie la condition. Donc, en fait, l'idée qu'avait Sophie Germain pour attaquer le théorème de Fermat ne peut pas marcher. Mais Sophie Germain ne s'arrête pas là. Elle montre un autre résultat, qui est connu sous le nom de théorème de Sophie Germain, qui est le suivant. Si j'ai un nombre premier L auxiliaire, comme tout à l'heure, qui vérifie la même... Alors la première condition, c'est la même que solution. Toute solution modulo L de l'équation satisfait x, y, z égale 0. Mais tel qu'en outre, P n'est pas une puissance PIM modulo L, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'entier U entre 0 et L moins 1 tel que L divise U à la puissance P moins P. Et bien dans ce cas-là, toute solution entière x, y, z de l'équation vérifie que le nombre p carré divise x ou y ou z. Et ça, c'est assez remarquable. Parce que vous voyez, on introduit ce nombre premier auxiliaire L. On impose une condition sur L. Et on en déduit quelque chose où L n'intervient plus du tout. C'est simplement dire que p carré va diviser un des trois nombres x, y ou z. Et ça, il y a quelque chose de magique. Et la démonstration de Sophie Germain de ça est relativement simple. Si j'avais 2 heures d'exposé, je pourrais vous la faire comprendre, je pense. Bien. Bon, mais j'ai pas 2 heures d'exposé. Et je crois que le bâtiment ferme, et donc je peux, même si vous voulez, je pourrais pas vous raconter toute la preuve. Ce théorème, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est pas Sophie Germain qui l'a publié. Ce théorème, il a été publié par Legendre, avec qui Sophie Germain interagissait beaucoup, avec simplement une note de bas de page. Cette démonstration qu'on trouvera sans doute très ingénieuse est due à mademoiselle Sophie Germain, qui cultive avec succès les sciences physiques et mathématiques, comme le prouve le prix qu'elle a reçu à l'Académie sur les vibrations des lames élastiques. Les lames... Oui, c'est ça, élastiques. Voilà. Donc, c'est le théorème de Sophie Germain, mais ce n'est pas Sophie Germain qui l'a publié. Voilà. La fin de l'histoire est plus triste. Parce que, finalement, si on regarde la vie de Legendre, Lagrange ou Gauss, tous les trois étaient des professeurs reconnus, avec un salaire conséquent pour l'époque, qui permettait à ces trois mathématiciens de vivre de leur passion pour les mathématiques. Ça n'a jamais été le cas pour Sophie Germain, qui, quand elle est décédée d'un cancer en 1831, quand l'officier d'état civil a écrit son métier, il a écrit « rentière », c'est-à-dire vivant de ses rentes. Ceci dit, Gauss s'est battu à l'université de Göttingen pour qu'elle obtienne un docteur honoris causa. Alors le docteur honoris causa, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un diplôme de docteur qu'on donne à quelqu'un, pas en raison de la thèse qu'il a écrite, mais en raison de ses contributions. Et ça, c'est donné extrêmement rarement. Et donc, Gauss s'est battu pour que ce diplôme lui soit donné à Sophie Germain. Et donc, la décision a été prise en 1830, et malheureusement, elle est morte avant d'avoir pu recevoir le diplôme de l'université de Göttingen. Alors,
pour terminer, de nos jours, quels sont un petit peu les liens entre les idées de Sophie Germain et ce qui est fait aujourd'hui en mathématiques? Eh bien là, j'ai été un peu fou, je vous ai mis l'équation la plus générale qu'on puisse imaginer, en quelque sorte, dans le style de Diophante. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir 3 inconnus x, y ou z, là, j'ai mis carrément m inconnus, x1, xm. Et puis, je regarde, donc ça, c'est le symbole sommatoire, donc des sommes de produits de puissance. Et je regarde cette équation-là. Donc là, les coefficients de mon équation, c'est des entiers. Et puis, je m'interroge, est-ce qu'il existe des solutions entières, avec x1, xm entiers, de cette équation générale? L'approche de Sophie Germain a parfaitement son sens encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il y a des solutions réelles? Bon, l'équation est-elle des solutions réelles? Bon, regardez par exemple l'équation x2 plus y2 plus 1 égale 0. Si vous regardez dans les réels, vous avez que x2 plus y2, un carré c'est toujours positif, donc x2 plus y2 c'est supérieur ou égal à 0, donc si je rajoute 1, ça va être supérieur ou égal à 1, donc il n'y a aucune chance que ça soit égal à 0, donc je n'ai pas de solution réelle. Si je n'ai pas de solution réelle, a fortiori, je ne peux pas avoir de solution entière. Donc évidemment, c'est raisonnable d'abord de regarder si on a des solutions réelles. Bon, imaginons qu'on a des solutions réelles. La deuxième étape, c'est exactement ce qui apparaît dans le texte de Sophie Germain, c'est-à-dire, est-ce qu'on a des solutions modulo m pour tout entier m supérieur ou égal à 1? Alors là encore, vous allez me dire, en quoi j'ai avancé le problème? Au lieu d'avoir à chercher, essayer toutes les solutions entières possibles, j'ai à vérifier des choses modulo m pour tout m. Bon. Alors, il se trouve que, sous des conditions raisonnables, on peut utiliser des résultats analogues à celui que je vous ai énoncé tout à l'heure d'André Weil, qui dit qu'en fait, si m est assez grand, en un sens à préciser, il y a des solutions. Donc en fait, sous certaines hypothèses, je vais avoir qu'un certain nombre de m à tester. Donc théoriquement, et avec la réserve déjà faite tout à l'heure, je vais pouvoir tester sur ordinateur si il y a des solutions réelles et si il y a des solutions modulaires. Mais maintenant, le plus difficile reste à faire. Le plus difficile, c'est si la réponse à ces deux questions est positive, et si j'ai une solution modulo m, est-ce que je peux trouver une solution entière qui donne la solution que j'ai choisie modulo m, quand je regarde les restes de la division par m? Et ça, c'est le sujet encore de recherche très active actuellement, parce que, suivant les cas, on a des critères plus ou moins fins qu'on va pouvoir utiliser pour dire, dans tel cas, c'est pas possible, dans tel cas, c'est possible. Mais en fait, on n'a pas de méthode en général. C'est le problème de Hilbert. Est-ce que, étant donné des coefficients, est-ce que je peux dire si l'équation a une solution ou pas? Ça, en fait, c'est pas possible. C'est un théorème qui a été démontré qu'en fait, il n'y a pas de méthode algorithmique sur ordinateur pour déterminer si une équation comme celle-là a des solutions entières ou pas. Mais au cas par cas, on peut quand même regarder les équations et se poser la question et essayer de voir si on peut trouver des solutions ou pas, si on peut approcher des solutions ou pas, et ainsi de suite. Voilà. Alors, la morale de tout ça. J'ai deux morales à tirer de cette histoire. La première morale, et je crois la plus importante, c'est de dire que finalement, ce qui est absolument nécessaire pour faire de bonnes mathématiques, c'est avant tout la motivation. Si on est motivé pour faire des mathématiques ou de la physique ou de la musique, eh bien, on a ce qui est le plus nécessaire pour devenir mathématicien, physicien ou musicien. Ça n'a rien à voir avec le sexe, ça n'a rien à voir avec l'origine. Et ça, je crois que c'est très important de le rappeler, parce qu'on se rend compte que le combat de Sophie Germain pour réussir à percer, eh bien cette chose-là, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Et ça, c'est la première morale que je voudrais tirer de cette histoire. La deuxième morale que je voudrais tirer de cette histoire, c'est que
finalement, quand on fait de la recherche en sciences, bien, des fois, on part sur des pistes qui ne peuvent pas aboutir. C'est ce qui est arrivé là dans l'histoire de Sophie Germain. Mais en un sens, c'est pas grave. Parce que finalement, même quand on est dans une piste qui ne va pas aboutir comme on le pensait, eh bien, on peut quand même découvrir sur cette piste des choses qui sont intéressantes. Et c'est comme ça que Sophie Germain obtient son théorème. Donc, en quelque sorte, le plus important en recherche, c'est pas forcément d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé avec la méthode qu'on s'était fixée. L'important, c'est, quand on progresse, voilà, de développer des idées nouvelles et d'utiliser finalement ce qu'on découvre sur le chemin pour progresser plus globalement en mathématiques. Et comme je l'ai dit, là, les idées finalement qui sont dans les textes de Sophie Germain, même si dans le problème particulier qu'elle observait, ça n'aboutissait pas, par contre, c'est des idées qui sont tout à fait d'actualité dans la recherche actuelle. Et j'aimerais terminer là-dessus.